Personne n'est préparé à mourir. Mais ce que nous avons fait, c'est envisager la possibilité de mourir lors de nos sauts. Et ensuite, accepter cet état de fait. Et ça, ce n'est pas normal. Nous sommes à présent à la sortie 5, et la sortie 5 comporte quelques corniches, ce qui veut dire que la paroi est légèrement saillante. Ces saillies ont l'air impressionnantes vues d'ici. Lorsqu'on les regarde d'en haut, on se dit « Waouh, est-ce que je vais être capable de sauter par-dessus » Mais en réalité, ce n'est pas du tout un problème. C'est très important de rentrer sa veste dans son pantalon pour qu'elle n'offre pas de prise au vent et qu'elle ne s'enroule pas autour du pilote. Cela arrive, tu n'as plus de pilote sur lequel tirer, ni de dés. Ce n'est vraiment pas un risque à prendre. On peut se tuer très facilement en pratiquant le base jumping. C'est l'un des rares sports au monde où à la moindre erreur, on meurt. Comme ça. Par nature, les sports extrêmes flirtent avec la mort. Mais je ne dirais pas que ceux qui les pratiquent ont envie de mourir. Ils aiment intensément la vie. Il y a des gens qui en font quelque chose de religieux, pour qui c'est une démarche spirituelle. Et c'est tout juste s'ils ne vont pas prêcher autour d'eux en disant que si on n'a pas un peu de folie, si on ne vit pas sa vie à fond, alors on passe à côté. J'ai connu tellement de gens qui m'ont tenu ce discours en me disant « La vie est si ennuyeuse » ou « Tant qu'on n'essaie pas de mourir, on ne vit pas ». Je pense que tout cela est vraiment du pipeau. Et ce discours m'énerve au plus haut point. Mais je respecte la façon dont Karina vit ce sport. Je respecte son choix de le pratiquer, parce qu'elle le fait d'une façon beaucoup plus intellectuelle. Elle est honnête sur ce sujet. Elle dit que ce sport la transcende, qu'il lui donne des sensations extraordinaires et qu'elle adore ça. C'est pour ça qu'elle le pratique. Et c'est un domaine dans lequel elle est vraiment douée. Une des théories pouvant expliquer la pratique de ces sports extrêmes consiste à dire que cela aide à gérer les peurs du quotidien. Une fois qu'on arrive à contrôler sa peur de mourir et sa peur de certaines choses terribles, comme de s'écraser ou de se blesser, à ce moment-là, les petites peurs de la vie quotidienne apparaissent tellement futiles et dérisoires. Elles semblent si faciles à gérer. I was born in Oslo.
Je suis née à Oslo, j'y ai grandi et j'y ai passé toute ma vie. Il m'est arrivé de passer 1 ou 2 ans ailleurs, mais je suis toujours revenue à Oslo parce que c'est là que j'ai mes amis et la majeure partie de ma famille. Je me suis toujours considérée comme une fille de la ville. Mais en fait, je passe difficilement plus de 2 ou 3 jours d'affilée en ville, une semaine maximum. Je dois passer plus de 300 nuits par an en voyage. Du coup, je ne suis guère plus de 2 mois par an ici, dans mon appartement. Comme pour tout, cela a des avantages et des inconvénients. Il faut pouvoir supporter d'être très souvent seul, de voyager seul, et lorsque vous avez le plus envie que vos amis soient avec vous, qu'ils ne soient pas là, parce que vous êtes à l'autre bout du monde. Pour moi, c'est important de rester proche d'amis qui ne font pas ce sport, parce que j'aime parler d'autre chose que de saut lorsque je rentre chez moi. J'aime parler de la vraie vie. C'est quelqu'un de très chaleureux. Elle s'occupe beaucoup de ses proches et surtout de sa famille. C'est ma meilleure amie. Je la connais depuis que j'ai 7 ans, mais nous ne partageons pas la même vie professionnelle. C'est l'une des filles qui en sait probablement le moins à propos de mon sport. Elle n'a pas la moindre idée de cette activité, et c'est tant mieux. Je déteste le fait qu'elle fasse du saut, je déteste le fait qu'elle soit toujours partie, mais elle fait ce qu'elle veut. Alors je suis contente quand elle est là. Tonya est une de mes camarades de chambre. J'ai habité avec elle et elle a toujours détesté ce sport. Pour elle, c'est juste terrible, mais elle a quand même décidé de continuer à être mon amie. Elle ne veut pas s'enfuir parce que j'ai décidé de mener cette vie. On n'a pas envie d'être différente, vous savez. Et lorsque je reviens ici, à Oslo, quelquefois je me demande, serais-je capable un jour de revenir à ce style de vie? Pourrais-je à nouveau me glisser tranquillement dans ce quotidien? Ou est-ce que ma vie un jour ressemblera à la leur? Les gens autour de moi, les amis qui ne sont pas proches de Karina, ont toujours trouvé Karina arrogante. Mais c'est sa façade. Elle a l'air si forte, si pleine de contrôle de soi. Mais quelquefois elle ne l'est pas. Elle ne veut pas le montrer aux autres. Elle donne l'impression d'être super positive, super amicale, super sympa. Mais elle a sa part d'ombre, comme tout le monde. Il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui n'ait pas sa part d'ombre. Pour que quelqu'un ait envie de mettre sa vie en danger, il faut que cette personne ait un fonctionnement très particulier, vous savez. Seuls des gens très spéciaux font ce genre de choses. Si c'est quelque chose que je dois faire, alors je le fais. Ce n'est pas si difficile à vrai dire. Tant que tout va bien, vous savez, ce n'est pas quelque chose de physiquement difficile à faire. Ce qui est difficile à propos du base jumping, c'est la partie psychologique. La perspective de sauter ainsi est vraiment effroyable et très angoissante. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dépasser la véritable terreur que cet acte leur inspire. Il y a un geste tout simple à faire. Vous sautez d'une falaise. Vous avez un parachute de pilotage et vous avez juste à l'attraper derrière vous et à l'ouvrir. C'est vraiment étrange parce que beaucoup de gens disent « C'est rien du tout, passe ta main derrière ton dos et attrape-le ». Eh bien, j'ai vu 4 personnes mourir parce qu'elles n'ont pas fait ce geste. Tout est affaire de contrôle dans les sports à haut risque. Contrôle de la situation, contrôle de ses capacités, contrôle de sa peur. Ils n'écoutaient pas leur peur. Ils ne faisaient pas attention à ce qui se passait. Tout ce qu'ils faisaient était de s'enfermer dans leur bulle. Karina ne fonctionne pas comme ça. Elle est plus performante quand elle laisse entrer la peur. Ce genre de peur est salutaire. C'est la peur de mourir et on n'a pas envie de mourir.
Nous sommes à présent dans un petit village du nom de Lisbon, à environ 2 heures de route de Stavanger, à l'ouest de la Norvège. Lorsqu'on atteint le bout du fjord, on arrive à Lisbon. Les falaises de Chirag sont derrière et c'est l'endroit le plus reculé du Lysfjord. J'ai effectué environ une centaine de sauts, je pense, avant d'arriver ici pour la première fois. C'est un endroit fascinant, même pour un Norvégien. Ce qui nous facilite les choses pour sauter ici, c'est que le club de saut de Stavanger possède un bus. Ils viennent en bus, ils nous conduisent en haut de la montagne, on fait notre marche d'approche, on saute, et là, ils ont un bateau en bas prêt à nous récupérer pour ensuite nous reconduire vers la montagne. On n'est jamais seul ici. C'est plutôt une bonne chose, vous savez. Moi, je suis quelqu'un de sociable. J'aime regarder les autres sauter. J'aime cette communauté. J'aime l'atmosphère. C'est très agréable, vous savez. C'est un terrain de jeu ici pour nous. Je ne connais aucune organisation, aucun autre club qui fonctionne comme nous. Nous nous assurons que la montagne reste ouverte. Pour cela, nous avons développé un ensemble de services pour que les gens viennent sauter chez nous. Nous prenons les coordonnées des personnes à contacter au cas où ça se passe mal pendant leur séjour ici. Nous nous assurons que les gens ne sautent pas lorsque les conditions météo sont mauvaises et nous assurons les transports aller-retour. Quand nous avons commencé à sauter dans le Chirag en 1994, je crois que j'ai été le premier à sauter là. Nous avons fait 4 sauts en 1994, mais en 1995, nous en avons fait 400. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. C'était... Beaucoup de sauteurs sont arrivés dans le Chirag et cela a commencé à devenir une vraie folie. Il a fallu canaliser tout ça. Il fallait avoir effectué au minimum 250 sauts en chute libre pour pouvoir sauter dans le Chirag. On a besoin d'un petit marquage, mais il en faut un. Maintenant, si on regarde à l'aplomb de la falaise de l'endroit où on sort, on voit un lit de rivière asséché. Beaucoup de sauts dangereux ont eu lieu, mais aujourd'hui, ils savent comment sortir avant de poursuivre sur la falaise et faire leur premier vrai saut. En faisant ça, nous avons énormément réduit le nombre d'accidents. Je suis convaincu que si on avait fait ça dès le début, on aurait sauvé au moins 3 vies. Je dirais que le Chirag est aujourd'hui l'un des endroits les plus sûrs au monde pour sauter. Ce qui rend l'endroit si sûr, c'est qu'il comporte une falaise d'environ 1000 mètres de long. En effet, plus on reste longtemps en vol libre et plus on s'éloigne de la paroi. On utilise son corps pour voler et ensuite, lorsqu'on ouvre le parachute, on est loin de la paroi. Si on fait un 180 et que le dé s'ouvre face à la paroi, on a largement le temps de corriger le tir. Mais vous savez, une falaise 100% sûre, ça n'existe pas.
Je pense que je suis née par accident. Mon père était occupé à jouer. Il est toujours comme moi. Il ne voyait pas vraiment comment une fille pourrait intégrer le genre de vie qu'il menait. Mais ensuite, quand j'ai grandi, il s'est dit qu'il pourrait emmener sa fille. Et là, je pense qu'il était content de la situation. En 1980, mon père et ma mère s'étaient séparés, mais ils ont décidé de partir en vacances d'été avec moi. Ces vacances ont changé nos vies à jamais. Nous étions sur le chemin du retour, quand tout à coup une voiture est arrivée sur le côté. La partie avant droite de la voiture a été complètement détruite. C'est là où la mère de Karina était assise. Elle a tout pris. Elle est restée dans le coma pendant 1 mois et elle ne s'en est jamais vraiment remise. Tout ça s'est passé quand Karina avait 4 ans. Après, sa mère est toujours restée dans des établissements spécialisés. Ma mère était dans le coma depuis longtemps. Quand elle s'est enfin réveillée à l'hôpital, elle ne m'a pas reconnue. Une chose est sûre, lorsqu'on a 4 ans, on ne comprend pas comment c'est possible que votre mère ne vous reconnaisse pas, parce que vous la reconnaissez. Elle n'a toujours pas recouvré la mémoire. Elle n'a pas de mémoire à court terme. C'est pour cela qu'elle a toutes ses notes. Elle met des post-it partout. Je ne me rappelle pas des 10 années avant l'accident. Tout s'est effacé. As-tu peur que je finisse comme toi? Heureusement, je n'y ai jamais pensé. Une personne dans une famille, c'est suffisant. Je trouve aussi. Elle saute. C'est la seule chose que je sais. Et ça vous plaît? Il le faut. Non, ça ne me plaît pas. Mais moi-même, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui ne plaisaient pas à ma mère. Lorsqu'on grandit avec une mère dont le cerveau a été atteint, c'est différent. Parce que c'est vous qui prenez soin de votre mère, et non l'inverse. Elle a été formidable, vous savez. Elle a fait du mieux qu'elle a pu. Mais c'est toujours moi qui vérifiais que le four était éteint, qu'elle allait bien au moment de se coucher. J'étais toujours anxieuse, car je ne voulais pas perdre ma maman. Je l'avais déjà perdue une fois, et comme elle n'agissait pas comme une vraie maman, j'avais peur que cela se sache et qu'on me l'enlève. L'histoire familiale de Karina était plutôt dure, mais elle l'a toujours gérée avec finesse, si on peut dire les choses comme ça. Personne autour d'elle ne savait qu'elle avait eu une enfance douloureuse. Personne ne le savait parce qu'elle n'a jamais demandé d'aide. Elle n'est pas du genre à raconter ses peines et à s'épancher sur l'épaule des autres. Elle s'est toujours débrouillée seule. Elle fait partie de ces gens qui aident tout le monde, mais qui ne veulent pas recevoir d'aide. C'est une qualité, mais en même temps, ce n'est pas toujours facile d'être l'ami de quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Quand elle était enfant, elle était toujours en mouvement. Elle avait beaucoup d'énergie. Nous jouions au foot ensemble. Karina était la grande star et moi le grand défenseur. C'était une fille qui n'avait pas froid aux yeux et qui mettait toujours les garçons au défi. Elle était bonne à l'école, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. Elle préférait toujours les activités extérieures, comme le foot ou le ski.
Son père était très sévère. J'avais peur de lui. Il édictait de nombreuses règles et ce n'était pas facile de les transgresser. Du coup, elle se disputait beaucoup avec lui. Un jour où je n'avais pas été obéissante, il m'a dit « Tu ne peux pas venir avec nous à la montagne ». Et je lui ai dit « Mais où vais-je passer Noël ?» Il m'a répondu « Je ne sais pas, je m'en fous ». J'avais environ 15 ans à l'époque, alors ma mère m'a offert un séjour à la montagne comme cadeau de Noël. Et j'ai croisé mon père là-bas. Après les vacances, je suis retournée à la maison de mon père où j'habitais. Je me suis réveillée le matin pour aller à l'école. Et là, j'ai trouvé un post-it jaune sur mon sac disant « Ce n'est plus ta maison », signé Björn. Et j'étais là. Quoi? Ces mots étaient très clairs. Elle était très indépendante, si bien qu'elle n'écoutait pas vraiment tout le temps. Je n'ai eu aucun contact avec mon père pendant 3 ou 4 ans. Je pense que toutes ces turbulences dans mes relations avec mon père à l'époque nous ont finalement aidés à construire une relation plus forte aujourd'hui. Parce qu'on se ressemble, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se bagarrer. J'adorais skier. Le ski, c'était toute ma vie. Et je passais chaque minute de mon temps libre à skier. J'ai fui l'école pour skier, je revenais aux examens avec un regard goguenard. Chaque minute de libre était consacrée au ski. Elle était très bonne skieuse. Les autres filles n'avaient pas son niveau. Du coup, elle allait skier avec les garçons. Alors, elle avait peu d'amis filles, mais beaucoup d'amis garçons. J'ai étudié l'informatique pendant 3 ans, la programmation informatique, et j'ai travaillé en tant que programmeuse de base de données pendant environ 4 mois. Elle était vraiment contente quand l'automne s'est terminé et qu'elle a pu retourner skier. C'est vraiment une fille des grands espaces. Je crois que j'ai vu du base jumping pour la première fois il y a environ 10 ans. Et quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit, c'est pour moi. C'est exactement ce que je veux faire. Nous nous demandions ce que nous allions lui offrir pour ses 25 ans. Beaucoup de gens reçoivent ça en cadeau. Ils en font, puis ils passent à autre chose. Ils retournent travailler. Et elle a reçu en cadeau un saut en tandem. J'ai échangé ce saut en tandem contre un cours de saut en chute libre. Et je lui ai dit, peut-être devrais-tu attendre un peu, avoir un peu plus d'expérience en saut en parachute avant de commencer. Mais elle ne m'a pas écouté. J'ai rencontré Jeb Corliss en Afrique du Sud. C'est un base jumper professionnel. Il vit de ce sport. Nous avons parlé de base jumping et je pense qu'il a tout de suite compris que c'était un de mes plus grands rêves. Même s'il n'avait jamais effectué de base jump avant, comme sauter d'un immeuble, son esprit travaillait déjà. J'étais prête. Je n'avais aucun doute quant au fait que j'étais prête à commencer à pratiquer le base jumping. Je lui ai dit, ok, donne-moi ton carnet de vol. On a besoin de son carnet de vol quand on va à la zone de saut pour pouvoir pratiquer du parachutisme en chute libre. Alors elle a pris un air bizarre. Je lui ai dit, tu as bien ton carnet de vol, non? Eh bien donne-le-moi. Elle me le tend, je l'ouvre et je reste pétrifié. Ils disent qu'il faut avoir effectué 250 sauts en chute libre pour pouvoir passer au base jumping, ce qui est effectivement un bon conseil. Mais j'en avais fait 25.
Alors elle me regarde et me dit juste « Me voici ». Et je lui réponds « Ok ma belle, on va à la zone de saut et on va faire de la chute libre. Car tu sais, je ne suis pas sûr d'avoir envie de t'emmener faire du base jumping là tout de suite. » Nous sommes allés à la zone de saut et il me semble que nous avons fait 3 ou 4 sauts. Il voulait me voir dans les airs et voir comment je gérais la chute libre. C'était incroyable parce qu'il ne ressentait aucune peur. Il était tout simplement meilleur que moi dans cette discipline. Nous avons fait quelques sauts et il m'a dit « Tu es prête, allons-y ». Et c'est comme cela que tout a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré personne plus motivé. Elle voulait faire du base jumping. Ok, j'ai hâte. Ça va être super. Nous allions lui faire son premier base jump, avec un parachute rond et une arrivée dans l'eau. C'est juste pour donner à quelqu'un une idée de ce que l'on ressent lorsqu'on pratique le base jump. Alors Karina, comment tu te sens? Pour le moment, je me sens super bien. Je vais sauter là en bas. En général, les yeux d'une personne sont comme une fenêtre sur ce qui se passe dans sa tête. Et on peut voir sur son visage et dans ses yeux si la terreur l'envahit et prend le dessus sur sa capacité à réfléchir. Et là, je la regardais dans les yeux et je ne voyais aucune peur d'aucune sorte. Rien. Elle était juste là. Ça y est, je suis prête. Je me rappelle avoir grimpé sur les rails en acier et bien sûr, c'était un peu inconfortable de se tenir debout sur ce pont. On est censé sauter d'un pont de 150 mètres de haut et cela reste contraire à la nature de sauter ainsi. Mais d'un autre côté, je me sentais bien. C'était ce que je voulais faire. Je me sentais prête. Elle a sauté, à la perfection, a fini dans l'eau et s'est relevée, prête à recommencer. Elle et moi avons ensuite passé toute une année à voyager ensemble d'un point à l'autre de la planète du base jumping. J'essaie de l'entraîner du mieux que je peux. Il y a une grosse différence entre sa façon d'appréhender la peur et la mienne. Pour moi, le sentiment de peur est terrifiant et j'aime pas cette sensation. Mais elle adore. Je crois qu'elle adore ce qu'elle ressent quand elle arrive à dominer sa peur, à la maîtriser. D'autres fuient les situations qui leur font peur. Ils ne peuvent pas y faire face. Les gens qui recherchent les situations à risque sont différents. Ils voient le danger, l'échec possible, mais ils ont toujours l'ambition d'accroître leur capacité à contrôler la situation. Tout est question de ne pas laisser la peur vous envahir, de la maîtriser. Cela permet d'avoir le contrôle de la situation, de ses sentiments et de sa façon de les gérer. Si on a peur de rien, c'est qu'on est fou. On a toujours peur de quelque chose, sauf qu'on n'aime pas en parler. En vérité, les gens comme nous ont appris à contrôler leur peur et à ne pas laisser celle-ci nous contrôler. La peur est la condition préalable à une bonne concentration sur la situation et sur ses propres performances.
La concentration s'apparente à la méditation. Si on est capable de se concentrer complètement sur quelque chose, on atteint un état d'esprit méditatif. On ressent alors un sentiment de bonheur intense, mais cela ne dure pas. Quand j'ai commencé à lui enseigner ce sport, je me rappelle que je lui donnais les règles du base jumping. Les faits aussi. Si on pratique le base jumping, on va inévitablement se blesser. On va se casser quelque chose. C'est un fait. Il n'y a aucun moyen d'échapper. Si on saute assez longtemps, on va avoir des fractures. Et si on reste longtemps dans ce sport, on va voir des gens mourir. C'est la réalité. Il faut l'accepter dès le départ ou ne jamais commencer. Et ces gens, vous savez quoi? Il y a de grandes chances pour que ce soit vos meilleurs amis. C'est aussi ça la réalité. Si on ne peut pas se faire à cette idée, il ne faut pas pratiquer le base jumping. Troisième point, ça ne sert pas à grand chose d'en parler, mais on va mourir aussi. C'est juste une question de temps. Ce sport-là vous tue. Les 2 premières secondes, c'est magique. Tout est silencieux autour de soi, c'est magnifique. On se laisse juste aller, et cette sensation, on a envie de la revivre encore et encore. La première fois que l'on vole avec une wingsuit, on saute d'un avion. Là, j'ai commencé, j'ai effectué quelques sauts, mais il n'y a qu'une poignée de filles dans le monde, 2 filles, je crois, qui ont sauté d'une falaise avec une wingsuit. Elles étaient 3, mais la 3e n'a pas survécu. Je sais que je peux le faire. Je ne ferai jamais un saut que je ne suis pas sûre de pouvoir faire. Là, il s'agit plus de faire des choses marrantes dans les airs. Cela me permet de jouer plus. Là, je viens de sauter de la falaise. J'ai l'impression de l'avoir fait si souvent. J'ai envie de passer à autre chose. Ça ne me satisfait plus de simplement sauter à plat et en équilibre de la falaise. Si on prend comme théorie que les gens qui font face à des situations aussi extrêmes ont tout simplement une énergie d'activation plus élevée, et s'ils ont besoin d'un niveau de danger plus grand pour se sentir bien, il est évident qu'il faut que le niveau de risque soit plus élevé à chaque fois. Après 2, 3, 5 ou 10 sauts, ce n'est plus aussi excitant que la première fois. C'est peut-être une des raisons principales pour laquelle ils ont tendance à augmenter le niveau et donc le risque. On n'est plus satisfait par le base jump classique, ou du moins ce genre de base jump. Pour retrouver les sensations initiales, on a besoin d'aller plus loin. Géraldine, Sébastien et moi sommes allés au Mali pour réaliser notre rêve, grimper sur la main de Fatima et sauter de là-haut avec une wingsuit. Quand j'y repense maintenant, il y a beaucoup de choses que nous avons fait à l'époque que nous aurions pu faire différemment. Le niveau de risque de ce saut est beaucoup plus important que celui de n'importe quel autre saut effectué en Europe.
J'ai senti la puissance du vent et j'ai abandonné parce que j'ai eu peur. Pendant les premières secondes de vol, j'ai su que j'allais mourir. J'avais peur de cogner la paroi en chute libre parce que le vent me ramenait vers la paroi. Je me suis battue contre le vent pour tenter de m'éloigner et j'ai réussi à tourner la wingsuit. Mais à partir de ce moment-là, je n'arrivais plus à voler. J'avais perdu toute envie. J'ai terminé en voilure réduite. J'étais furieuse après moi-même d'avoir fait une erreur pareille. J'étais en colère, je me sentais frustrée. Mais en même temps, j'étais heureuse de m'en être sortie. Et c'est le sentiment que je retiens aujourd'hui. Pouvoir survivre à une telle erreur, cela n'arrive pas souvent. Ça fait peur. J'ai trop de temps pour penser. Je peux analyser tout ce que j'ai fait, le base jumping et le ski, et comment j'ai vécu. C'est ma façon de m'échapper, ma porte de sortie. Parce que je ne vis pas dans la vraie vie en ce moment. Je vis dans un monde de rêve. C'est ce que j'ai toujours fait, et je suis très douée pour fuir. Quand on commence le base jumping, on dispose de 2 réserves, ok? L'une est votre réserve de chance et l'autre d'expérience. Quand vous commencez, votre réserve de chance est pleine et votre réserve d'expérience est vide. À chaque saut, vous puisez un peu dans votre réserve de chance pour la mettre dans votre réserve d'expérience. À la fin, vous n'avez plus de chance. La seule chose qui vous maintient en vie, c'est votre expérience. J'ai toujours su que les Dolomites avaient des parois splendides de couleur rouge, et j'ai toujours voulu y aller. Je suis allée à Corvara pour faire du ski basing avec mon ami Seth Colongro. Je me rappelle le dernier saut que nous avons fait l'année dernière. Il a percuté la paroi, il avait une position faciale parfaite, mais il s'est pris un 180 et a percuté la paroi à 2 reprises. Il ne s'est pas blessé, il allait bien. Il avait quelques bleus, mais heureusement, il ne s'est pas blessé. Il a juste eu très peur, et je le comprends, parce que malgré le fait que la position de son corps était parfaite, il s'est quand même pris un 180 et a heurté la falaise. Je suis si flattée. C'est juste pour me faire sauter la première. Il essaye de m'acheter. Avant ça, je crois que j'avais fait quelque chose comme 25 sauts en ski basing. Je pense que ce qui rend ce saut si effrayant, c'est que sa sortie est cruciale. Il faut que cela soit parfait. La position du corps doit être parfaite. Sinon, le vent happe vos skis et vous fait basculer vers l'avant ou vers l'arrière. Quand on est si près de la paroi, on sait que si quoi que ce soit va de travers, on va direct dans le mur. Et le fait d'avoir des skis assez lourds aux pieds accentue chaque petit faux mouvement. Cela rend les choses plus difficiles, vous savez. C'est une falaise effrayante, intimidante. Et bien sûr, la marche d'approche ne facilite pas les choses. On s'égratigne sur les roches abruptes, avec nos cordes et nos harnais. Et sous la neige, il y a une couche de glace. Du coup, on n'a pas d'endroit solide pour se tenir. Alors c'est plutôt dur là-haut, c'est sûr. En plus, quand vous savez que vous allez sauter de la falaise, cela ne rend pas vraiment les choses plus rassurantes. Quand quelque chose va mal, ça va vraiment mal.
Incroyable. C'est génial. Mon premier flip en ski basing. La première fois qu'on monte ici, c'est super intimidant. C'est tellement haut. Et la corniche est si escarpée. Quand on se tient debout dessus et... Où est la fin? Je ne sais pas. C'est ce que je me demande de temps en temps, vous savez. Où est la fin? Est-ce que la fin, c'est quand je touche le sol? Cela pourrait être la fin. Ou est-ce que la fin, c'est quand je vais arrêter? J'en doute. Ça serait la fin pour moi. Peut-être que je n'aurai plus ce désir impérieux de continuer. Je ne sais pas. Je crois que pour beaucoup de gens, la réponse à cette question se trouve 6 pieds sous terre. Mais je ne veux pas finir là. Ce n'est pas la réponse à ma question. La durée moyenne d'une vie de base jumper est de 6 ans. C'est la moyenne. Et au bout de ces 6 ans, soit la personne prend peur et arrête, soit elle se blesse et s'arrête, soit elle meurt. Je pense que son père, il a toujours été comme ça aussi. Il a soutenu ses choix. Maintenant qu'il vieillit, peut-être pense-t-il plus au risque et a-t-il plus peur de perdre sa fille unique. Au début, je crois que j'étais inquiet à son sujet. Je l'appelais de temps en temps, juste pour la suivre et savoir comment elle allait. Et je lui disais, il y a une seule chose que je te demande. Lorsque tu sautes, tu m'appelles après. Bien sûr, je me fais du souci, beaucoup de soucis. Mais je ne veux pas lui dire à quel point. Je ne veux pas mettre ce poids sur ses épaules. Elle ne veut pas parler des côtés sombres de ce qu'elle fait. Mais je sais qu'elle les connaît. Elle s'est blessée, elle sait. Elle sait que ce qu'elle fait peut la tuer. Elle a vu des gens mourir. Parmi les événements inéluctables de ce sport, elle en a connu 2. Elle s'est blessée et elle a vu des gens mourir. Elle ne pratique pas le base jumping depuis très longtemps. Tout cela est arrivé très vite. C'est si dur qu'il faut garder ses distances avec tout cela. Mais il y a des jours où l'on n'a pas le moral, des jours où l'on s'assoit et où l'on se dit « Mais qu'est-ce que je fous? C'est absurde, c'est de la folie. » Et quelquefois, c'est le cas. On a l'impression que ce qu'on fait est dément. On voit ses meilleurs amis mourir et on se questionne. Est-ce que tout cela en vaut la peine? Il n'arrête pas de me dire « Cela ne va pas m'arriver. Cela arrive aux autres, j'en ai vu certains mourir. » Cela peut paraître un peu cruel de dire ça, mais je pense que chaque mort, chaque ami que l'on pleure nous conforte dans ce que l'on fait. Si personne ne mourait, tout cela ne serait pas si risqué. On ne pourrait pas alors montrer à quel point on est unique, génial et compétent. J'adore ma fille, bien sûr. Comme je lui ai dit, je ne la laisserai jamais partir avant moi. J'ai vu ça arriver déjà et ça n'est pas permis. Et elle, les statistiques sont contre elle, vous savez. Mieux vaut ne pas les lire. On aimerait garder toute la famille ensemble encore un petit peu. Je fais de mon mieux. On n'est jamais heureux avec un saut sans danger.
Un saut qui était considéré comme sans risque. Aujourd'hui, on s'arrange pour le rendre dangereux en volant plus loin ou plus près de la paroi. On ne s'éloigne plus de la falaise, on vole juste à côté. Est-ce que c'est un peu plus bas? C'est un peu plus bas. Pas de beaucoup. Peut-être que l'autre fait 290 mètres et là, ça fait 270 mètres. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, sûrement juste là. Est-ce qu'on vole jusqu'au truc blanc? On ne vole pas vraiment. Alors on ne vire pas vers la sortie 5 et ensuite on ne fait pas de nouveaux virages comme ça. On va tout droit. Ça augmente le danger si on saute d'une falaise et qu'ensuite on revient en arrière pour voler près de la paroi. On va très très vite et on vole très très près d'une structure qui, si vous la touchez à cette vitesse, va vous tuer de toute évidence. Le fait de voler comme cela, au lieu de s'éloigner de la paroi, vous donne des sensations beaucoup plus fortes. C'est le souvenir des autres sauts qui t'a trompé. Ouais, ma sortie n'était pas aussi mauvaise que ça. Ma sortie aurait probablement marché. C'est juste qu'à 8, je veux juste en faire une belle. Nous sommes 3 sauteurs à la sortie 4. J'espère que dans 10 ans, j'aurai un mari ou un copain et peut-être un enfant ou 2. La seule chose qui pourrait m'arrêter aujourd'hui, c'est la paraplégie, d'être paralysée, de ne pas pouvoir sauter d'une falaise. C'est probablement ce qui pourrait m'arrêter. Et en second, comme je le disais, d'avoir une famille à moi, des responsabilités. Je pense qu'elle accepte le risque de mourir. Je ne pense pas qu'elle accepte le risque d'être handicapée. Parce que la vie d'un handicapé, ce n'est pas une vie pour elle. Elle est tellement dépendante d'un corps qui fonctionne bien. Je m'en fous des statistiques. Je peux déjouer les statistiques. Et je l'ai probablement déjà fait. Rien qu'avec mon nombre de sauts, je suis probablement déjà du mauvais côté des statistiques. J'ai besoin de faire cela. Si je ne le fais pas, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas complète.
Si je devais le refaire, je referais probablement la même chose. Et tout se passerait à merveille. Ce n'était pas ma faute. Et heureusement, je n'ai personne à blâmer non plus. La dernière pensée que j'ai eue, c'était « je fonce dedans ». À vrai dire, je pensais que j'avais fait une erreur. Les secours ont été là tout de suite parce que c'était une compétition. Et c'est ce qui m'a sauvée. Parce que pendant l'heure de transport pour rejoindre l'hôpital, j'avais déjà perdu 3 litres de sang. J'avais 21 fractures au niveau de la cuisse droite. Mon fémur était complètement en miettes. Mon genou sortait presque de ma fracture ouverte. Mais c'était tout. Toutes mes blessures se situaient entre là et là. Et ne me demandez pas comment c'est possible après un choc pareil. Peut-être 2 semaines plus tard, un médecin que je n'avais jamais vu est venu me voir et m'a dit « Nous n'étions pas sûrs que vous sortiez du bloc avec vos 2 jambes. » Je suis allé à Lausanne quelques jours après l'accident. À partir de là, ça a été une interminable suite d'opérations. Et énormément de souffrance, bien sûr. Je me suis réveillée d'une des opérations et un médecin est venu me voir pour me dire « Karina, nous vous avons opéré un grand nombre de fois et vous avez une sérieuse blessure à la jambe droite. Vous n'allez probablement plus pouvoir marcher. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cet accident allait changer tout le reste de ma vie. J'ai essayé de la motiver tout le temps pour s'entraîner, manger, ou juste se détendre et se sentir bien. Et elle me disait « Mais à quoi ça sert que je continue à m'entraîner ?» Je lui ai répondu « Tu vas t'entraîner pour aller mieux et supporter une autre opération. C'est ta tâche pour l'instant. C'est ça que tu dois faire. » Et de toute évidence, il n'y a pas beaucoup d'autres perspectives. Mais c'est comme ça. Mon corps ne veut pas retourner à l'hôpital. L'opération que je vais subir consiste à combler les 11 cm d'os qui manquent à mon fémur. Et à partir de là, cela dépend de moi et de mon corps, s'il veut bien coopérer avec moi. Je ne peux pas dire que je ne ferai plus jamais de base jumping, parce que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là maintenant. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Parce que je ne sais pas si les choses vont bien tourner. Parce que je peux tout faire bien et que cela aille malgré tout dans le mauvais sens. Et vous savez à quel point j'aime trop cette vie pour mourir. Cela fait réfléchir, vous savez. Est-ce que c'est vraiment si important de sauter et de vivre 20 secondes de bonheur? Je sais que j'ai répondu oui à chaque fois que quelqu'un m'a posé la question. Peut-être vais-je dire oui à nouveau. Mais là, maintenant, tout ce qui compte pour moi, ce sont les gens qui m'entourent. The people that I have around. Because I've seen how much. Parce que j'ai vu l'amour qu'ils me donnent. How much they give. And how much. Et le mal que je leur ai fait. How much I hurt them. Et je ne sais pas si je veux être à nouveau aussi égoïste.
Ok. Maintenant, le plus important, une vue latérale de ce fémur droit pour voir si l'os s'est bien reconstitué. Cela n'a pas l'air mal. Ok, génial. Ça vient de plus haut. À cet endroit, c'est très bien. L'ensemble est bon. Est-ce que c'est possible pour moi de refaire du sport? Vous savez, cet os ne sera jamais aussi solide que celui de votre jambe gauche. Et même le gauche peut casser. Je suis désolé, mais je ne veux pas... Me donner de faux espoirs. Exactement. Ce que j'ai ressenti hier et ce que je ressens encore aujourd'hui, je sais que c'est un sentiment très égoïste et très destructeur et qu'il va s'estomper. Je sais que je suis bien plus qu'une skieuse ou une sauteuse de base jumping et qu'il y a tellement d'autres choses que je peux faire. Et peut-être que c'était le moment de songer à ce que je pourrais faire d'autre. C'est arrivé 1 ou 2 ans plus tôt que je l'aurais souhaité. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si je regarde en arrière, ces 5 années de base jumping, je ne les regrette pas une seconde. Je regarde les photos et cela me rend heureuse. Je souris en les regardant. Je me suis levée à 3h30 du matin et j'ai commencé à grimper dans le noir. Pas évident de voir dans le noir, mais cela aide d'être venu ici avant. Et là, cela en vaut la peine, sans aucun doute. Heureusement, le corps a une faculté d'oubli formidable. On se rappelle qu'on a beaucoup souffert physiquement, mais on ne se rappelle pas de la douleur proprement dite. On peut être allongé à l'agonie pendant 12 heures d'affilée, hurlant parce qu'on n'arrive pas à soulager votre souffrance. Et puis après, plus rien. C'est presque effacé. I just don't know how to feel. I'm tired of driving, won't you take the wheel? If I close my eyes, tell me what you see. We could drive all night. 'Cause the sun's too bright. I guess you might. Vous souhaitez revoir ce documentaire ou le faire connaître à vos proches? Retrouvez-le gratuitement dès demain sur notre site lesdoc.ch.